c'est extrêmement compliqué pour moi. Elle arrive vraiment à parler, à communiquer sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent, et puis elle a une vraie richesse dans les mots. Moi, je suis totalement handicapé en fait, et je vois que je m'aperçois que je manque de courage, que je suis pas courageux. Pourtant, je viens de faire 15 ans d'armée, et j'étais persuadé que j'étais courageux. Non, à l'armée, on n'est pas courageux, on est résilient. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. #Homme Forteresse, #Armée, #SPT, #Amour et le dernier #Lumière. Ok, SPT c'est syndrome de stress post-traumatique. Ok, donc tu vas nous raconter tout ça dans quelques instants. Est-ce que tu peux d'abord me dire dans quel environnement familial tu as grandi, dans quel type de famille ? Père absent et avocat, mère prof de lettres et très aimante, peut-être trop, et qui a sombré dans l'alcoolisme vers la fin, les 20 dernières années, et elle est décédée cette année. T'avais quelle vision de l'amour quand tu arrives à l'adolescence, dans la vie affective et amoureuse ? Est-ce que c'est un truc que t'idéalises ? Est-ce que c'est un truc qui te fait rêver ou pas du tout, qui te fait peur ? C'est un truc qui me fait peur, c'est un truc que j'idéalise, et pour moi l'amour c'est la chose obligatoire pour avoir réussi sa vie, c'est d'être en couple, comme dans les Disney, avoir la petite maison, les 2 enfants, le chien. T'as quel âge ? J'ai 38 ans. On est de la même génération, j'ai bientôt 45 ans, mais je pense qu'on a grandi dans le même référentiel culturel, où l'amour était tout. C'est ça. Ouais, et effectivement réussir sa vie, ça voulait dire réussir sa vie amoureuse, être en couple et être marié. Clairement. Grosso modo. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta vie à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu traverses ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? À ce moment-là, moi, je viens de passer un très gros épisode très difficile pour moi. Énorme syndrome de stress post-traumatique où, clairement, trigger warning, le suicide a été envisagé plusieurs fois. À ce moment-là, fin 2023, je suis en train de sortir un peu la tête de l'eau. Je commence à comprendre des choses et je commence à me séparer de mon ancienne vie. Ton ancienne vie, est-ce que tu peux m'en parler ? Tu étais militaire. Bien sûr, donc je suis encore officiellement militaire, mais bon, ça fait 2 ans que j'ai pas porté l'uniforme. Donc j'ai fait 15 ans d'armée en tant que sauveteur au combat. Donc en gros, j'ai commencé pompier de Paris, puis ensuite le sauvetage et le secourisme, je les ai pratiqués en temps de guerre. Attends, juste avant ça, t'en arrives comment à devenir pompier et ensuite à intégrer l'armée ? Alors moi, je suis de banlieue parisienne, j'avais envie d'aider. Qui aide en Île-de-France, c'est les pompiers, donc pompiers de Paris. Et ensuite, après, les aléas de la vie ont fait que j'ai bifurqué vers le sauvetage au combat. Voilà, que j'ai fait pendant les 10 dernières années. Est-ce que tu peux me raconter ce que c'est que le sauvetage au combat ? Bien sûr. En fait, c'est ce qu'on appelle les primo-intervenants. Donc, on est là au cœur de l'action. Donc, en gros, dès qu'il y a un blessé, quel qu'il soit, on est les premiers à intervenir. Donc, c'est nous qui faisons les premiers soins, c'est nous qui stabilisons les victimes et éventuellement qui faisons les moyens d'évacuation. Donc, c'est vraiment milieu hostile. Donc, j'ai pu exercer sur des stages commando en jungle, comme j'ai pu le faire au Mali, dans le désert. L'expérience au Mali, je crois qu'elle a été particulièrement marquante. Oui. Est-ce que tu veux me dire pourquoi ? Est-ce que ça a généré chez toi ? Le Mali, alors mon Mali, moi je le faisais avec des unités du renseignement. Sans rentrer dans les détails, sur ma mission, il y a eu beaucoup de morts. J'ai perdu un camarade. On a eu des tirs fratricides le soir de Noël sur la base de Gao. On s'est pris des roquettes, on a eu des tentatives d'intrusion sur notre camp. Et puis j'ai pris en charge un enfant avec les bras arrachés par une grenade. Et ça a été clairement la bascule.
Là, je parle uniquement des gros faits marquants, mais il y a eu plein d'autres choses. Et j'imagine que le contexte général est super émotionnellement hyper fort et tu dois être sous pression en permanence. Oui. T'as la mort qui est là, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Faut rajouter en plus l'ambiance Covid. À ce moment-là, donc qui vient tout juste d'arriver sur le camp. Donc on est confiné en plus, donc on n'a plus aucun moyen de décompresser. Voilà, ambiance très compliquée. Ouais. Quand cette mission se termine, j'ai conscience que j'ai vécu des choses compliquées. J'ai conscience que je vais pas super bien. Je me rends compte que j'ai effectivement des problèmes de sommeil. Je me réveille en pleine nuit avec le lit trempé. Au début, j'ai cru que j'avais pissé au lit, mais en fait pas du tout. J'avais transpiré toute la nuit. Et d'ailleurs, cet épisode a duré plus d'1 an à me réveiller toute la nuit avec le lit trempé. Mais à ce moment-là, je me rends pas compte que j'ai un syndrome de stress post-traumatique. Je continue. Et puis, un soldat, on met pas de genoux à terre. Sinon, on est faible. Donc, je continue à partir en mission. Je continue ma carrière et je continue pendant 3 ans avant de comprendre que, en fait, je vais vraiment pas bien. Avant de revenir sur ce moment où tu comprends et où tu vas, du coup, ça va entraîner un changement pour toi. Quand on est militaire, comment on se construit? Autour de quelles valeurs, autour de quelles idées un homme est construit comment quand il est militaire? Tu disais tout à l'heure, homme forteresse. Ouais, on est des exécutants. Les phrases que j'ai le plus entendues à l'armée, c'est réfléchir, c'est désobéir, gentil, c'est pas un métier, et c'est con, mais c'est comme ça. Voilà, ça donne le contexte. On a comme référence les films de guerre, de combat. On est clairement ce qu'on appelle des bandeurs de guerre pour la plupart. Moi, j'arrivais à me trouver une conscience parce que j'étais sauveteur. Donc moi, mon métier c'était pas de tuer, c'était de sauver. Mais je participais pas moins à tout ça. Donc un homme, ce n'est pas gentil. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça n'est pas faible. C'est ça. Okay. Et ça réfléchit pas. Et ça réfléchit pas. Et donc, forcément, ça ne fait pas d'introspection. Non, non. Okay. Donc, au moment où tu prends conscience que tu es en train de vivre, alors je sais pas comment on dit, que tu es en train de traverser un syndrome de stress post-traumatique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'en rends compte? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment t'appréhendes? La révélation m'a été imposée, en fait, accident bête de ski pendant des vacances, enfin de snowboard. Je fais une faute de quart et je m'éclate et je fais une triple fracture de la clavicule avec des placements osseux, enfin un truc bien. Okay. Je me fais opérer, donc là j'ai du matériel. Et en fait là j'ai 3 mois d'arrêt net. Et c'est la première fois de ma vie en 15 ans que j'ai un arrêt maladie. C'est la première fois de ma vie que j'ai 3 mois en fait pour moi, à prendre du temps pour moi, à réfléchir et à faire un peu mon introspection. Et je m'aperçois en fait que je suis une grosse merde, clairement, que j'ai un comportement problématique, que je suis pas du tout aligné avec ce que je suis et ce que je pense être, ou en tout cas ce que je souhaite être. Et je m'aperçois surtout que y a pas un seul pan de ma vie qui fonctionne correctement. Je pense pas qu'on fasse de métier plus toxique que l'armée. La finalité de ce travail, c'est de tuer. Donc déjà, ça commence mal. Mes amitiés, je me rends compte que en fait, ils sont ultra problématiques. Qu'est-ce que tu veux dire par problématique? À l'armée, en fait, il y a cet effet de cocotte de tout est plus exacerbé parce qu'on est vraiment en milieu clos. Et donc tout est plus exacerbé. Donc les cons sont encore plus cons, les racistes sont encore plus racistes. Il n'y a pas de filtre. Voilà. Et mes amours, je suis dans une relation qui est devenue toxique. On est devenus toxiques l'un pour l'autre. J'ai été trompé plusieurs fois, notamment quand j'étais au Mali, elle me trompait dans le canapé de la maison. Quand tu prends conscience de tout ça, tu disais tout à l'heure, trigger warning, j'ai pensé au suicide. Ouais. Ça veut dire que la vie, là, pour toi, tu cherches le sens et tu le trouves pas. À ce moment-là, je suis même pas dans les réflexions de qu'est-ce que je veux. Là, je suis dans la survie. Il faut que je quitte tout ça. Là, je suis vraiment dans un moment où, et c'est ce que je vais faire, je vais me replier sur moi. Je vais habiter dans un petit village de 200 habitants, au pied des montagnes, en pleine nature. Au bout de ma rue, c'est les pâturages. Et je vais prendre du temps. Et c'est là que je vais commencer à déconstruire et à réfléchir sur qui j'ai envie d'être. Je vais faire 2 ans dans mon trou. Est-ce que tu reprends goût à la vie? Alors à ce moment-là, un peu. Je dirais que à ce moment-là, je sais que la vie peut être magnifique. J'en ai conscience. Je n'ai plus envie de me suicider justement parce que j'ai conscience que la vie peut être merveilleuse. Mais à ce moment-là, je suis encore quand même dans mon trou. Je dirais que j'ai juste la tête qui sort du trou.
Je suis en train de traîner sur les réseaux sociaux et avec donc Madame X. On va l'appeler Madame X. Ouais. Parce qu'on ne peut pas révéler son identité. Non, on ne peut pas. Avec Madame X, les hasards algorithmiques ont fait qu'on s'est retrouvés à se suivre mutuellement sur les réseaux. On se parle pas, mais je vois que on regarde les stories de l'autre. Cette personne, donc on n'en parle pas parce que c'est une personnage public. Ok. Moi, en fait, je l'avais vue il y a des années à la télé, dans une émission que je ne citerai pas. J'ai été vraiment subjugué. Je l'ai trouvée brillante et lumineuse. Puis ensuite, de loin, j'ai plus ou moins suivi sa carrière. Et là, tu te retrouves et là je me retrouve sur Insta. On se suit sur Instagram. Et puis un jour, j'en parle à ma sœur. Je lui parle de cette femme qui me subjugue. Et ma sœur me fait ah mais ouais, je vois très bien, sa mère, elle est trop cool. Et là, what? Et en fait, donc j'explique, ma sœur est restée en couple pendant près de 20 ans avec un homme. Les parents de cet homme sont les meilleurs amis des parents de Madame X. Donc, en fait, je me rends compte qu'on a des amis communs, des lieux communs, qu'on a plus d'une fois, on aurait pu se rencontrer. Attends, j'ai une question. Quand tu dis que tu es subjugué, qu'est-ce qui te subjugue? Je la trouve solaire, brillante, vraiment intelligente. Je trouve que ce qu'elle exprime me parle vraiment. Je trouve son parcours en plus professionnel super riche et vraiment intéressant et couillu. Puis elle est magnifique. J'ai fait juste une aparté parce que c'est drôle. Quand on cherchait comment on allait appeler Madame X, parce qu'on peut pas dire son nom, tu m'as dit Madame Soleil. Ouais. Donc j'ai compris que tu voulais dire qu'elle était solaire, ce que tu viens de dire. Ouais. Et j'ai dit, bon, attention, parce que là, on va croire que c'est une voyante. C'est vrai. Ce qui, a priori, n'est pas le cas. Non. Pas que je sache. Ta sœur te dit qu'elle connaît ses parents. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va te donner envie de... Je me dis, je suis obligé de faire quelque chose avec cette info. Et puis, du coup, ça me fait mon entrée, quoi. Ton intro, ouais. Et donc, du coup, je prends mon courage à deux mains et je lui écris un long message où je lui parle de tout ça. Et puis... De tout ça, c'est-à-dire? Du fait que, moi, ça fait des années que je la regarde. Alors, sans que ce soit creepy, justement, je prends vraiment le temps d'écrire un message. Je prends plusieurs heures pour l'écrire, ce message, justement pour pas apparaître creepy. Enfin, voilà, et juste être honnête et transparent, quoi. Et puis, je lui parle du fait que, donc, il y a une théorie, la théorie des 5 poignées de main, comme quoi on est connecté à n'importe quelle personne par 5 poignées de main. Et je me rends compte que, cette théorie, en fait, nous concernant, c'est une poignée de main. Je lui écris et je lui propose de boire un verre si elle est OK. T'appuies sur envoyer? Et j'appuie sur envoyer. J'ai une réponse quasiment tout de suite. Sa réponse, c'est « J'ai pas le temps, je vais au cinéma. je prends le temps de te répondre plus tard. » Okay. Donc là, tu te dis quoi? Là, j'ai le palpitant, j'ai le cœur qui bat à la chamade. Je me dis, waouh, c'est incroyable, quoi. Déjà, moi, je suis trop content juste qu'elle m'ait répondu, parce qu'en vrai, j'attendais pas vraiment de réponse. Pas forcément en retour, ok. Et donc, en fait, elle sort du cinéma et elle me propose, dans la même élan de folie que j'ai pu avoir, de le boire ce soir, en fait, le verre. Et fuck. Je suis à 600 km de là où elle habite. Parce que t'es dans ton village? Je suis à ce moment-là dans mon trou, au fin fond des montagnes. Donc, on continue de s'écrire. Et tu lui dis non, je viens pas. Je lui dis, j'aurais adoré, mais je peux pas, quoi. Pas là tout de suite, quoi. Ne serait-ce que le temps de venir, en fait, on sera déjà demain. Et donc, du coup, on s'écrit. Et puis, les messages, en fait, se transforment en un appel. Et puis, l'appel en visio. Et puis, on passe toute la nuit à discuter, on raccroche le lendemain à 9h du matin. Qu'est-ce que vous avez dit pendant toute cette nuit? On a refait le monde. On a parlé, chacun de nos vécus, nos expériences, comme deux personnes folles qui se rencontrent, quoi. Est-ce qu'elle correspond à l'image que tu t'en es faite, ou est-ce qu'elle est différente de ce que tu avais imaginé? Est-ce que tu avais dû cristalliser un certain nombre de trucs? Oui. Bien sûr. Je m'étais un peu freiné justement dans mon imaginaire, justement pour éviter de transposer des choses. Mais elle est encore mieux qu'en fait que ce que j'avais imaginé, quoi. Elle est drôle, elle est fine, elle est folle, et c'est cool, quoi. Donc c'est trop bien, quoi. Comment tu te sens? En lévitation. À ce moment-là, les pieds touchent plus le sol. Je suis sur un petit nuage, quoi. C'est fluide, c'est naturel, c'est simple, tout fonctionne. Est-ce que vous êtes fait une promesse à la fin de cette nuit, ou peut-être de ce soir On s'est fait une promesse, mais pas ce soir-là. Mais très vite, on s'est fait une promesse, vrai plutôt que beau.
Vaut mieux la vérité plutôt qu'un joli mensonge. Donc il vaut mieux être choses. sincère, dire Ouais. la vérité plutôt que de vouloir enjoliver C'est ça. la réalité pour essayer de la Exactement. rendre plus belle. Ok. Et du coup, vous allez y arriver par la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Spoiler alerte, non. Ah! Avant de comprendre pourquoi non, est-ce que tu peux me dire comment va évoluer la relation? Vous êtes à distance, vous êtes Ouais. à 600 km de distance. Ouais. Toi, tu es en lévitation. Est-ce que ça veut dire aussi que tu reprends un espoir dans la vie, dans la beauté, dans tu vois, tout ce que t'étais, Totalement. ce que tu cherchais, toi? Totalement. Et c'est même, c'est totalement inespéré et c'est encore plus beau et intense que ce que j'avais pu imaginer. Enfin, je me sens aimé. À ce moment-là, moi, j'ai aucun ego. Je suis une coquille vide. À ce moment-là, je suis dans une période de ma vie où juste sortir de mon lit, mettre autre chose qu'un slip et me laver les dents, c'est déjà incroyable. Donc, qu'il y ait une personne comme elle qui me tende la main et qui me sourit, mais en fait, je suis l'homme le plus heureux du monde, quoi, clairement. Et notre histoire va être d'abord épistolaire. Beaucoup de messages, on s'écrit beaucoup, on se parle beaucoup, même si elle, dans sa vie parisienne, elle est tout le temps prise. Mais il y a toujours un moment pour nos échanges. Est-ce que vous vous voyez en vrai? On se voit. Moi, à la base, je suis originaire de Paris, de sa banlieue. Donc, ça m'arrive de venir sur Paris, soit exprès pour venir la voir, soit pour venir voir ma famille. Et j'en profite pour passer du temps avec elle, évidemment. La première fois que tu la vois, parce que j'imagine que quand on a une relation par message, pour le coup, la cristallisation, elle doit être quand même au maximum du maximum. Ouais. Quand tu la vois, quand vous vous voyez la première fois, il se passe quoi? Comment tu vis ça? Est-ce que tu attendais énormément de cette rencontre? Alors, je n'attendais rien de cette rencontre, mais ça m'empêchait pas d'espérer. Je voulais pas imposer quoi que ce soit dans ma vision, dans mes éventuelles projections, parce que je suis en train de me rendre compte que l'imaginaire de marié avec la maison, le chien et les 2 enfants, donc tout cet imaginaire est en train de s'écrouler et de se casser la gueule. Donc j'évite de faire des projections. C'est en train de se casser la gueule parce que tu crois plus? Oui, je Okay. crois plus à ce rêve Disney. Ciao Disney. Ouais, enfin faut grandir quoi. Attends, il y a pas que Disney, hein. Il y a aussi toutes les comédies romantiques, il y a aussi toutes les séries et tout. Enfin, tu vois. Toute la pop culture. Oui, quoi. c'est exactement ce que j'allais dire. Enfin, Ouais. Tout. Ouais. Il y a que ça Ouais. en fait. Il y a que cette façon de faire. Non, mais parce qu'on accuse Disney, ok, mais il y a pas que Disney. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Non, cet épisode n'est pas sponsorisé. Non, bah non. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Ouais. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Et la première fois qu'on se rencontre, en fait, tout semble tellement simple et évident et fluide. Enfin, il y a pas de clou qui dépasse, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça glisse, quoi. Et moi, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment un bien fou, en fait, que les choses soient simples, douces, qu'il y ait vraiment de la tendresse, du respect. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous vous embrassez? Est-ce que vous avez un échange physique? Oui. La première rencontre, c'est tout de suite on se prend dans les bras et on s'embrasse, quoi. Ok. Tous les deux on a le palpitant, donc du coup on se prend dans les bras et on se rend compte que on est vraiment heureux et qu'on a vraiment le palpitant. Donc on prend 5 minutes, un verre d'eau, on s'assoit et là on réalise, quoi. Et je pense que cette rencontre correspond à un bon moment, au bon moment pour moi et aussi pour elle. Donc moi, elle m'apporte une lumière, de l'amour, une main tendue. Et je pense que moi, à ce moment-là, dans sa vie, je lui apporte de l'amour, tout ça, mais de la lenteur et un retour un peu à la simplicité. Donc elle, vie parisienne à 1000 à l'heure. Moi, je rappelle à ce moment-là, je suis au pied des montagnes, dans un petit village de 200 habitants, et au bout de ma rue, c'est les pâturages. Et puis, mon rythme de vie, à ce moment-là, moi, je suis en congé longue durée pour maladie, donc je ne travaille plus, donc j'ai le temps, et je le prends. Et donc, du coup, je pense que je lui apporte ça. Il y a une relation amoureuse qui commence? Vous vous mettez officiellement ensemble ou c'est flou? Comment ça se passe? Il y a, on se dit très vite qu'on s'aime, parce que on s'aime, en fait. À ce moment-là, on se dit pas qu'on est un couple.
Et justement, je pense que ça nous fait un peu peur. Moi, à ce moment, je lui verbalise que je ne veux pas être en couple. J'ai que des relations longues de couple hétéronormées et socialement acceptées. Ouais, moi j'ai envie juste de simplicité. Je veux pas que ni elle ni moi soyons enfermés dans un cadre. Je souhaite juste que en fait je pense qu'on a énormément à s'apporter, à échanger. Et je suis surtout dans cette dynamique-là, en fait. Est-ce que vous arrivez à bien discuter et à justement être hyper clair sur vos intentions et ce que vous souhaitez tous les deux? Toi, est-ce que tu arrives aussi à exprimer tes émotions parce que tu sors quand même... t'es en train de sortir de ton carcan, de ta forteresse. Est-ce que c'est quelque chose qui est simple pour toi ou est-ce que tu es en lutte? Comment ça se passe? C'est extrêmement compliqué pour moi. Elle arrive vraiment à parler, à communiquer sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent. Et puis elle a une vraie richesse dans les mots. Moi, je suis totalement handicapé en fait, et je vois que je m'aperçois que je manque de courage, que je suis pas courageux. Pourtant je viens de faire 15 ans d'armée et j'étais persuadé que j'étais courageux. Non, à l'armée, on n'est pas courageux, on est résilient. À l'armée, on sait accepter, subir et se taire. On sait pas se lever et se casser. Et justement, je me rends compte que je suis un peu un enfant un peu apeuré quand et que j'arrive pas trop à gérer, communiquer ce que je veux ou ce que je ressens. Notamment quand je me rends compte que ça peut décevoir la personne en face de moi. C'est quoi le conflit intérieur auquel tu fais face à ce moment-là? J'ai du mal à me l'imaginer en fait. Un peu comme un enfant qui fait une bêtise et qui va avoir comme premier réflexe de dire c'est pas moi, mais qui se rend compte après que si c'est lui, qu'il a verbalisé que c'était pas lui mais que c'est lui. Mais c'est quoi la bêtise? En l'occurrence, il n'y a pas eu de bêtise, mais je pense qu'il y a eu de ma part un vrai défaut de communication, une difficulté à verbaliser ce que je ressens, ce que je veux. T'es dans une nouvelle forteresse en fait où tu prends conscience que celle d'avant, elle te faisait pas du bien? Ouais, je dirais que c'est un peu mes anciens travers qui prennent le relais. T'es en train de changer et en vrai, le changement, il est pas si facile. Ah mais à ce moment-là, je suis en pleine reconstruction. Enfin, Ou oui. Ouais. Je sais pas si j'aime ce mot déconstruction. Moi non plus, je sais pas. Ouais. Je préfère la construction. Ouais. T'es en reconstruction. Il est bien le mot reconstruction. Ça me va. Ça veut dire que t'es quand même en train de faire tomber tous les murs, surtout tous tes repères, tous les piliers que t'avais jusque-là, qui te permettaient d'être debout et d'être comme t'étais avant, et qui t'ont permis aussi de survivre dans des contextes hostiles. Donc, en fait, t'es en train de tout faire tomber et j'imagine que c'est un grand fracas et un grand désordre. Totalement. Parce que, moi, je suis en train de changer de vie, complètement, en fait. J'ai tout quitté. Je quitte mon travail, j'ai quitté mon ex-compagne, j'ai quitté mes amis, je quitte tout. Même là où je vivais, en fait, je le quitte. Donc, c'est assez vertigineux. Et puis, j'ai aucun repère, en plus, à ce moment-là. J'ai pas d'exemple sur lesquels me construire, quoi. Ouais, non, aucune idée. Et est-ce que tu sens que, de ce fait, dans la relation, il y a un déséquilibre qui se crée, ou tu sens que elle attend plus, tu sens que t'arrives pas à répondre à ses attentes? Ouais, je me rends compte que je la déçois sur ma manière de communiquer et de verbaliser les choses. Moi, j'ai toujours été un taiseux. Je suis même pas sûr de savoir quelle émotion je ressens au moment où je la ressens. Du coup, la verbaliser, en fait, c'est compliqué. Je découvre, en fait, avec elle. Et du coup, je fais des erreurs, clairement. Est-ce que ça va être compliqué à gérer pour elle? Est-ce que toi, comment tu vas faire avancer la relation? J'imagine qu'elle est toujours à Paris et toi? Ouais, on est en relation à distance. Je vois que elle est moteur. Je dirais même, elle est pilote et moi je suis passager. Et sauf que j'ai un peu l'impression qu'on va pas dans la direction en tout cas que moi je souhaitais. C'est quoi la direction que tu souhaitais? Il y a un peu ce truc de la suite logique, c'est qu'on se mette en couple, qu'on habite ensemble. Ça, c'est ce que tu veux à ce moment-là? C'est pas ce que je veux, non. Moi, au contraire, c'est pas ce que je veux. Mais j'ai la sensation que c'est le truc qui est plus ou moins imposé. C'est un peu la suite logique. Vous arrivez à en parler de ça? Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Alors, à un moment, je sais plus dans quelle conversation, mais elle dit un truc et je rebondis dessus et je vois que j'ai mal formulé entre ce que je pensais
ce que je dis et ce qu'elle comprend, je me rends compte qu'il y a un gap. Ça doit être horrible, ça. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est super dur. Enfin, et puis je viens du néant, quoi. Et du coup, j'essaye tant bien que mal d'exprimer ma pensée en essayant de pas la blesser, parce que je veux pas la blesser, mais je veux quand même verbaliser ma pensée. Et en fait, je lui verbalise que ouais, je veux pas du couple. Je veux pas cette suite logique qui s'impose à nous. Et toi, tu voulais quoi? À ce moment-là, tu veux quoi? Tu sais le dire ou tu sais même pas? Bah non, en fait, mais même là, je pourrais pas le dire. Ouais. Moi, à ce moment-là, je veux juste vivre le moment. Je veux juste du présent. Je me suis tellement toujours projeté sur le futur, à revivre aussi et ressasser mon passé. Donc j'ai un syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est vraiment que je navigue dans ce passé qui me fait souffrir. Ouais, moi je veux juste du simple et du moment présent. Est-ce qu'à un moment, ces deux chemins que vous voulez, qui sont différents, vont prendre le dessus sur vos sentiments? Au début, quand je l'ai verbalisé, ça a été très compliqué pour elle. Un vrai choc. Enfin, j'entends tout de suite à sa voix que waouh, j'ai dit une dinguerie et qu'elle a besoin de temps pour l'intégrer. Donc on raccroche. Et puis en fait, on se rappelle quelques jours après. Et elle me dit que en fait, pour elle aussi, elle avait l'impression que c'était la suite logique, le couple, on habite ensemble, et qu'en fait, ça lui fait peur, elle aussi. Donc on se dit ok. Let's go, tenter le moment présent. Ah, c'est cool. Ouais. je me dis, waouh, j'ai bien fait de communiquer mes émotions, quoi. Même si je galère, quoi. Donc ouais, on continue comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'apporte pendant toute cette période où en plus, c'est une relation à distance. Ouais. Vous êtes, comme tu dis, en décalage total sur le rythme de vie, j'ai l'impression. Ah ouais, complètement, ouais. Qu'est-ce qu'elle apporte, elle, dans ta vie? Tu disais tout à l'heure #lumière. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, c'est vraiment, c'est un rayon de soleil, tout le temps à sourire, avec un sourire magnifique, enfin vraiment, puis un regard qui transperce. Elle m'apporte de la tendresse. J'apprends énormément sur moi en fait aussi, sur mes émotions, sur ce que je ressens, sur ce qui me traverse. Enfin, elle me fait énormément grandir, quoi. Et puis en plus ça correspond parfaitement c'est exactement ce dont j'ai besoin à ce moment-là, quoi. Mais j'ai pas envie non plus de la vampiriser. J'ai pas envie de tout lui prendre. Donc j'essaye vraiment de pas être en demande, mais de prendre ce qu'elle m'offre. Ok, donc t'es quand même un peu dans le contrôle. J'essaye. Si tu contrôles pas, ça donne quoi? Ça veut dire quoi, vampiriser? T'as peur de lui donner trop d'amour et qu'elle soit en... Ouais, ou trop lui prendre. Son énergie. Ouais. Ok. J'essaye peut-être de temporiser. C'était pas une bonne idée. Ok. Parce que c'était du contrôle. Et que, du coup, t'as pas lâché. Ouais. Il fallait que je me laisse complètement guider, porter par ce qu'on crée tous les deux. Est-ce que ça veut dire que tu t'es pas montré être vulnérable? T'as pas montré toute ta vulnérabilité? J'ai pas montré toute ma vulnérabilité, clairement. Et t'as pas lâché prise? Pas assez. Et pareil, moi, il y avait des petits trucs à la con qui m'embêtaient chez elle, et j'ai jamais communiqué dessus. Et c'est pareil, c'est complètement con. C'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas toujours évident. Et puis, je voulais pas la blesser. Elle méritait pas que je lui balance ces 4 vérités à la face, mais j'arrive pas à communiquer ce qui me plaît, ce qui me gêne. Pas bien, en tout cas. Ouais. En fait, c'est comme si déjà analyser tes propres émotions, comprendre ce qui se passe en toi, déjà c'est le bordel et c'est pas facile. Et en plus, les exprimer. Ah mais. Alors là, mettre des mots dessus, alors là. Ah ouais. Après, c'est toute la difficulté d'une relation en vrai. Bien sûr. Après, je pense que toi, t'étais dans une situation où c'était exponentiel de par ton vécu, ton histoire. Mais c'est quand même l'enjeu de toute relation à 2 ou à 3. Enfin, je sais pas, je n'ai jamais vécu à 3 ou à plusieurs, mais c'est de réussir d'abord à comprendre ce qui se passe en nous, de mettre des mots dessus pour nous-mêmes, et puis après de réussir à communiquer à l'autre. Moi, c'est mon combat de tous les jours aussi dans mon couple. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment tu vas appréhender cette situation dans laquelle tu te sens
du coup pas complètement à l'aise? Eh ben, je vais mal appréhender. On continue notre histoire qui reste quand même belle et on s'apporte et on échange énormément. Mais je me rends compte que au fur et à mesure, mes non-dits, aussi bien les choses qui me plaisent que les choses qui me dérangent, s'accumulent et s'empilent. Bah, elle est pas bête. Je pense que elle se rend compte que je suis pas totalement honnête. C'est pas que je suis malhonnête, je pense. Moi, je suis pas suffisamment honnête. Je suis convaincu que elle le voit. Avec intelligence, elle va me tendre des perches que je ne saisis pas parce que j'ai peur de la blesser en fait. J'ai peur que ce que je lui dise la fasse souffrir. Je veux absolument pas de conflit et à ce moment-là, moi, j'ai déposé les armes. En fait, je veux plus me battre. Bah du coup, je manque de courage. Je manque d'honnêteté et elle va me rappeler qu'on s'est dit vrai plutôt que beau. On va passer une semaine de vacances ensemble avec nos enfants respectifs. La semaine de vacances se passe super bien. T'as combien d'enfants? J'ai un enfant et elle en a 2. Alors le mien a 13 ans, okay. Les siens sont pile au-dessus et en dessous de mon fils. Okay. Donc on a une belle... c'est okay. Parfait. Et en plus, ils s'entendent super bien. Enfin, ok, ouais. On passe une belle semaine. Ouais. Mais les petites choses qui me gênent chez elle continuent de s'accumuler parce que je les verbalise toujours pas. Puis elle continue de voir que ça va pas, quoi. Je suis... Quelque chose qui bloque. Ouais, je suis un peu désaligné, qu'on se désynchronise. Les vacances se terminent. Je rentre chez moi et j'ai une amie qui me propose, en fin de journée, d'aller à un festival. De musique? Ouais, festival de musique sur plusieurs jours, qui est à 2 heures de chez moi et qui est en fait à mi-chemin entre le lieu où on était en vacances et chez moi. Je prends mes billets pour le soir même au festival. Je vais au festival et ça se passe super bien. Je fais une petite story, je suis au festival, super festival, ça s'est très bien passé. J'avais prévu de dormir sur place au camping, je m'étais renseigné, le camping était gratuit. Donc la soirée se passe, il est 6 heures du matin. Je vais au niveau du camping avec tout mon petit baluchon et y a un agent de sécurité qui me fait « Qu'est-ce que tu fais ?» Je campe. Ouais, je viens dormir quoi. Enfin, il me fait « Ah non, le camping il est gratuit, mais pour les passes 2 jours ou 3 jours. » Moi, j'ai pris juste pour la soirée. Je me dis, merde, faut que je trouve une solution. Je peux pas dormir dans ma voiture puisque elle est en face de l'entrée. Donc, je commence à regarder sur Google Maps s'il y a pas un petit coin où je peux planter ma tente. Super, il y en a un à 5 minutes. Donc, je prends ma voiture. Je suis à ce moment-là dans le Haut-Forez, donc perdu entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Que des petites routes de montagne gravillonnées, toutes pourries. Sortie de virage. Grosse pierre, la voiture, je commence à perdre le contrôle. La route est gravillonnée, donc j'ai aucune adhérence. Je pars en tête à queue, je fais des tonneaux et je me retrouve au fond du ravin avec ma voiture. Ma voiture qui est une décapotable et qui est décapotée à ce moment-là. Oh, putain. Donc je me retrouve stoppé net. C'est un arbre qui a stoppé la voiture en plein milieu. Heureusement, la voiture tombe sur ses 4 roues, parce que si elle était sur le côté, je me prenais l'arbre, quoi. Et je me retrouve stoppé net. Après plusieurs tonneaux. Après plusieurs tonneaux au fond du ravin. Merde. Je fais un petit check-up de mon corps. Ouais. J'ai rien. Je commence à réfléchir, à regarder un peu partout. Ok, bon, j'ai plus mon téléphone portable qui était sur le support de la voiture. Il a sauté dans les tonneaux. J'ai plus mes clés de voiture. C'était une carte. Elle s'est retirée, elle s'est barrée. Je suis au fond du ravin et il est 6 heures du matin. Mais tu peux t'extirper du véhicule. Ouais, je suis pas. Sorti. Oui. Ok, ouais. T'es pas coincé. Donc je remonte la route et puis je m'aperçois que je suis au milieu de nulle part, quoi. Ouais. Y a rien à faire. Donc j'attends. J'attends une demi-heure, 1 heure. Et là, j'ai une postière qui passe. Donc je lui explique la situation, machin. Donc j'arrive à avoir un téléphone. Je peux enfin appeler mon assurance. Mon assurance m'envoie un lien sur le téléphone de la dame. Je clique dessus, ça déclenche le GPS pour que la dépanneuse puisse venir me chercher. Je lui rends son téléphone et elle part. J'attends une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Il se passe rien. Je m'apprête à réarrêter une voiture. Je rappelle mon assurance qui m'explique que en fait j'ai déclenché une balise GPS, mais sur le téléphone de la dame qui est repartie. Ah ouais. Donc il me
file directement le numéro de la dépanneuse. Le dépanneur me dit, en fait, moi je suis parti et puis j'ai pas compris, je vous ai jamais trouvé. Putain. J'arrive enfin à voir la dépanneuse. Il arrive, ça fait donc à ce moment-là, ça fait 4 heures que ma voiture est au fond du ravin. Donc je le prends dans les bras. On arrive enfin à sortir cette voiture. Il me dépose à son garage et je lui fais trop bien, merci. Où est la gare la plus proche, quoi, que je puisse rentrer. Il me fait on n'a pas de gare nous ici. Comment ça? Il me fait on en avait bien une il y a 20 ans, mais elle a fermé. Merde. Je dis sinon il y a l'autocar. Donc je prends un autocar, je fais 1 heure d'autocar, je me retrouve à Saint-Étienne. Saint-Étienne, je prends le train, ensuite mon TER, j'arrive à ma petite gare qui est à 25 minutes en bagnole de chez moi. Sauf que je suis à pied. À ce moment-là, après toutes ces pérégrinations, il est 21h. Il commence à faire nuit, je suis un homme seul en plein milieu de la campagne qui lève son pouce avec son petit sac. Donc évidemment, personne me prend en stop. Je marche, 4 heures à peu près. J'arrive enfin chez moi, il est minuit. Là, du coup, je récupère un vieux téléphone, j'envoie un SMS à Madame X et je lui dis « Waouh, pire journée de ma vie, mais t'inquiète pas, tout va bien, je suis dans mon lit. Je t'appellerai demain, je t'expliquerai. » Je passe aussi, tous les détails j'ai plus de clé de maison, j'ai plus de clé de voiture, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien et je suis au fond de mon trou, perdu au milieu de tout. Et je lui explique toute cette histoire. Et elle me demande si j'ai fait une tentative de suicide. Et je lui dis, non, pas que je sache, quoi. Et elle me dit qu'elle a besoin de process l'info. Et donc je me dis, ouais, ok, bon, Toi, t'as aucun doute sur ce qui s'est passé? Ouais. Toi, t'avais pas d'intention? Ouais. Et puis je me dis, c'est elle qui a besoin de process l'info, c'est moi qui ai eu un accident de voiture, c'est moi qui ai plus de clé, qui ai plus de téléphone, qui ai plus de... c'est moi qui ai besoin de process l'info. Au final, je renvoie un message, j'ai pas vraiment de réponse, je suis pressé, je suis en plein truc, je te rappelle plus tard. En plus, à ce moment-là, donc on est le lendemain, le soir, je m'aperçois que j'ai 38 de fièvre, semaine de merde, quoi. Et puis je rentre de vacances, mon frigo est vide. Donc faut que j'aille faire des courses pour aller manger. Donc je prends mon petit vélo à 38 de fièvre, je fais 2 heures de vélo pour aller faire des petites courses. J'ai aucun moyen de transport à part mon petit vélo. Non, ça paraît ouf quand tu racontes ça, quoi. T'es vraiment au milieu de nulle part, quoi. C'est exactement ça. Et puis j'ai pas de nouvelles d'elle, quoi. Moi à ce moment-là, je veux juste un câlin, quoi. Clairement. Et puis le dimanche arrive et c'est son anniversaire. Donc j'essaye de l'appeler plusieurs fois, puis ça répond pas. Donc je laisse un message vocal, je lui envoie un petit message, un petit SMS, et puis je vois en plus que en story elle prépare, elle va faire un super truc pour son anniversaire. Donc je lui dis je suis trop content pour toi, profite bien, quoi. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas de retour. Et en fait, je vois que ça s'éteint, en fait, qu'elle elle est en train de, pas de me ghoster de manière très franche, mais ça fond, quoi. Et puis il se passe 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, puis j'ai plus de nouvelles d'elle, quoi. Et au bout d'un moment, on continue en plus de se liker de temps en temps des posts sur Insta. Tu ne demandes pas d'explication ? Toi, à aucun moment, là, tu dis pas, dis donc, est-ce que tu as quelque chose à me dire, ou on en est où, ou qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, moi, j'ai besoin de réponses et d'explications. Quand je tends des petites perches, ou que j'essaye de recréer un contact, très vite, il y a une bonne raison pour ne pas... C'est peut-être effectivement de très bonnes raisons, valables. Mais au final, il y a toujours une bonne raison pour qu'on se parle pas, qu'on communique pas. Puis au bout de plusieurs semaines, je profite d'un post Insta qu'elle a mis pour lui dire que moi j'ai super mal vécu ce moment, quoi. La rupture. La rupture entre guillemets. Ouais, parce que c'est même pas verbalisé, quoi. C'est même pas dit. Elle avait duré combien de temps, l'histoire ? Un peu plus d'1 an. J'arrive à recréer une connexion où je lui dis, écoute, moi si t'es ok, est-ce qu'on peut se voir en réel, pas par message interposé. Je lui dis parce que moi j'ai super mal vécu le truc, et puis j'ai eu vraiment la sensation de me faire ghoster, quoi. Elle avait pas du tout compris qu'en fait j'avais super mal vécu ce moment-là. Pour elle, je lui avais plus ou moins caché le fait que j'allais à un festival avec une autre fille, et en fait pour elle c'était un
C'était red flag. Et en plus, comme t'as disparu pendant 24 heures derrière, elle a dû se faire des idées. Exactement. Ok. Et puis derrière, il y a cet accident que elle ne comprend pas. Enfin, elle me dit, je connais personne qui a eu un accident de voiture en fait. Alors je me dis, bon, dans Paris, effectivement, moi non plus, j'ai jamais eu d'accident de voiture dans Paris. T'as jamais fini dans le ravin? Jamais. Mais par contre, ouais, enfin moi dans ma campagne, tous les dimanches, il y a plein de voitures dans les ravins. Mais c'est réel. Mais effectivement, je comprends que... Alors, je le comprends après que, effectivement, je me suis mis en danger bêtement. 6 heures du matin, prendre la voiture sur une route de campagne, c'était pas le move le plus malin. Certes, mais quand elle te dit, est-ce que t'es sûr que t'as pas fait une tentative de suicide, toi, t'es hyper au clair sur le fait que non, en fait. T'étais un peu inconscient ou mal organisé ou... à l'arrache peut-être, mais c'était pas une tentative de suicide. Voilà. Alors, avant que j'ai l'explication de comment elle a ressenti et vécu les choses, pendant tout ce laps de temps, en fait, je comprends pas, je suis perdu, et puis je le vis pas bien, et puis surtout en plus malade, plus de bagnole, plus de téléphone au fond de mon trou. Clairement, là j'avais juste besoin j'aurais aimé avoir du réconfort que je n'ai pas eu. Ouais, puis dans ce genre de situation, on est complètement... on reste sans réponse, en fait, et dans l'incompréhension totale. Oui, et ça, totalement. c'est hyper inconfortable et c'est très douloureux. Ouais. Mais en fait, là, pour le coup, c'était juste de l'incompréhension de l'autre, aussi bien pour elle que pour moi. Mais par contre, effectivement, lorsque elle verbalise comment elle a vécu les choses, je comprends un peu mieux, j'ai un peu plus les clés. Et puis c'est surtout cette accumulation de mes non-dits, de mes défauts de communication, du fait que elle est pas bête, elle se rend compte qu'il y a un truc qui cloche et qui va pas chez moi. Donc je peux pas lui reprocher. Qu'est-ce qu'elle représente, cette histoire, pour toi? Qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur les relations, sur ton rapport au monde? Cette histoire a clairement fait partie de l'équation qui m'a sauvé la vie. C'est pas juste ça, mais ça y a participé, c'est indéniable. Ça m'a appris que... je reviens de loin, quoi. J'arrivais pas à communiquer mes émotions, j'arrivais pas à dire ce que je ressentais, j'arrivais pas à dire non. J'étais à un niveau négatif, quoi. J'étais à -12 sur l'échelle de la communication des émotions. Ça m'a appris que le bonheur est possible, il est accessible. Et puis ça m'a fait grandir, ça m'a appris énormément sur moi, sur qui j'étais, ce que je voulais. Et puis j'ai pris conscience que entre ce que je pense, ce que je dis et ce qui est compris, il y a un monde. Donc j'essaye de plus en plus de libérer ma parole, de communiquer et de dire ce que je ressens et ce dont j'ai envie. Est-ce que tu y arrives? C'est récent en plus. Ouais, c'est très récent. Ça a 1 an et demi, 2 ans max. Est-ce que tu as eu d'autres histoires depuis? Oui. Est-ce que tu as réussi à faire ce que tu as envie de réussir à faire? Un peu mieux. Un peu mieux. Mais je ne suis plus avec cette personne, donc non. Mais ça m'a appris en fait l'importance de ressentir ses émotions, de les comprendre et de les verbaliser, de les exprimer. Après, je pense qu'il y a des bonnes manières de les exprimer, mais je pense qu'il faut exprimer ses émotions. Et si tu croisais le Quentin de juste avant le message qu'il écrit à cette femme qu'il admire sur Instagram, qu'est-ce que tu lui dirais si tu le croises aujourd'hui? Vas-y, fonce, profite, essaye quand même de pas être trop con. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de rajouter, que tu avais envie de dire dans ta démarche aujourd'hui de venir me raconter cette histoire, de venir me parler de ton histoire, de témoigner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de dire? Merci, désolé, et promis, j'apprends de mes erreurs. Super. Wow. Merci Quentin, c'était super, Merci à toi. Super émouvant de discuter avec toi. Je pense j'ai pas envie de faire de généralité, mais en tout cas, je vais dire moi, du coup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre les hommes et les femmes sur
dans nos relations amoureuses et on a du mal à comprendre ce qui se passe parfois dans la tête du mec qu'on a en face de nous. Et donc je pense que ton témoignage, il m'aide à comprendre, il m'aide à prendre du recul, il m'aide à avoir de l'empathie, c'est-à-dire à me mettre à la place de l'autre. Après, tu as une histoire particulière, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir ouvert ton cœur. Merci Quentin. Mais merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I know who I am and I'm walking on air. I'm not sure how long it'll last.